Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue sur Conterrand. Vous l'avez demandé, alors voici la seconde partie des légendes suisses. Ce soir, retournons ensemble dans les légendes helvétiques. Entre les Alpes, les lacs et les champs, voyons ce que les 12 collines de la Confédération ont à nous raconter. Sur les rives profondes et silencieuses du lac des Quatre Cantons, là où les montagnes tombent abruptes dans l'eau sombre et où le vent glisse entre les rochers comme un murmure ancien, vivait une nymphe aux allures d'étoiles, la Lorelei. Sa chevelure, éclatante comme l'or liquide au clair de lune, flottait au-dessus des flots, captant la lumière des étoiles et la renvoyant en milliers d'éclats tremblants. Chaque soir, elle s'installait sur les rochers solitaires qui surgissaient des eaux, et sa voix s'élevait, douce et envoûtante, portée par la brume. Les voyageurs, égarés sur les eaux ou le long des sentiers qui longeaient le lac, étaient attirés par ce murmure hypnotique. Les reflets de la nymphe dansaient sur la surface sombre de l'eau, et l'air semblait s'arrêter autour de son chant, comme si le temps lui-même l'écoutait. Les ondulations des flots suivaient ses gestes, et chaque goutte qui perçait la surface captait un fragment de lumière fragile et fugace. On disait que la Lorelei n'était pas malveillante par nature, mais qu'elle portait une mélancolie profonde, un amour perdu, une promesse trahie que ni les eaux ni le vent ne pouvaient apaiser. Sa mélodie n'était pas destinée à tromper, mais à exprimer sa tristesse et son infinie solitude. Et pourtant, ceux qui se laissaient captiver par son chant sentaient leur esprit suspendu, ébloui par la beauté et la grâce de la nymphe, et parfois emportés par la puissance invisible des flots. Ainsi, nuit après nuit, la Lorelei demeurait sur son rocher, silhouette lumineuse entre ciel et lac, immobile et éternelle. Le vent, la brume et les reflets de la lune jouaient autour d'elle, comme une danse silencieuse qui racontait la beauté et la mélancolie des légendes alpines. Et ceux qui passaient à proximité emportaient avec eux le souvenir d'une nymphe fragile et majestueuse, dont le chant traversait le temps et le silence des Alpes. Dans les ruelles étroites de Genève, lorsque la nuit de décembre couvre la ville d'un voile glacé, une rumeur court encore parmi les pierres et les toits, celle de l'escalade. La nuit où la cité se dressa contre l'envahisseur. Les Savoyards, armés et résolus, grimpaient silencieusement aux remparts, espérant ouvrir les portes à leurs troupes et plonger la cité dans l'ombre. Mais une sentinelle veillait. Son arquebuse éclata dans le silence, et le coup de feu réveilla la cité endormie. Dans les maisons, les habitants se levèrent, alertés, prêts à défendre leur foyer. Parmi eux, Mère Royaume, vieille femme courageuse et aimante, regardait par la fenêtre. Sa marmite bouillonnante semblait contenir tout le feu de son cœur. D'un geste vif, elle renversa son contenu sur un assaillant. La soupe brûlante frappa sa cible et le fit reculer, stupéfait et immobile. La cité tout entière se leva alors. Les habitants, armés de courage, de pierres et de lampes, repoussèrent les Savoyards. Les échelles furent renversées, les portes défendues, et l'envahisseur contraint de fuir devant la farouche détermination de la population. La marmite de Mère Royaume devint un symbole. Un simple geste de courage pouvait protéger une ville entière et rappeler que la volonté et l'unité d'un peuple sont des armes bien plus puissantes que n'importe quelle lame. Depuis cette nuit, une tradition perdure. Chaque année, lors de la fête de l'escalade, on casse la marmite en chocolat pour rappeler l'acte légendaire de Mère Royaume. Remplie de friandises et de masse-pain, la marmite est brisée au cri de « Ainsi périssent les ennemis de la République ». De coutume brisée par la personne la plus âgée et la plus jeune présente. Cette coutume symbolise la résilience et la fierté genevoise et permet aux familles, aux amis et aux écoles de perpétuer le souvenir de l'escalade tout en savourant des douceurs symboliques.
Ainsi, dans les rues et les foyers de Genève, le courage et la générosité d'une vieille femme continuent de réchauffer les cœurs, et la marmite, elle, réelle ou imaginaire, reste un témoin vivant de l'esprit indomptable de la cité. Au cœur des Alpes suisses, là où le vent siffle à travers les vallées et où les neiges éternelles couronnent les sommets, se dressent les guerres et ses sœurs, ses frères de glace et de pierre. On raconte qu'autrefois, une famille de géants vivait dans ces montagnes et que par orgueil et arrogance, ils avaient insulté un vieil homme qui passait sur leur terre. Mais ce petit bonhomme n'était pas ce qu'il paraissait. C'était un esprit de la montagne, plus puissant que tous les hommes et que tous les géants. Furieux de leur insolence, l'esprit les maudit pour leur arrogance. Sous le regard de l'aube et au souffle du vent glacé, les corps des géants commencèrent à croître et à s'étirer et à se transformer. Les bras et les jambes devinrent roches et glaciers. Les visages se figèrent dans la pierre éternelle et les silhouettes s'élevèrent vers le ciel, imposantes et silencieuses. Ainsi le père devient léguerre, massif et solitaire, tandis que ses fils prirent la forme des moines blancs et des moines noirs, et que sa fille devient la Vierge, la Jungfrau, figée dans la lumière des glaciers. La neige tombe encore sur leurs épaules de pierre, et le vent hurlant dans les crevasses semble porter leurs plaintes silencieuses. Les glaciers reflètent une lumière froide et argentée, et les rochers immobiles tendent leurs bras pétrifiés vers le ciel. Chaque souffle de vent et chaque frisson de la neige raconte la puissance de l'esprit de la montagne et la fragilité des créatures qui osent défier ses lois. Les villages, au pied des sommets, observent ces géants, figés avec respect et crainte. Les anciens disent que lors des crépuscules rouges et dorés, les ombres des géants se détachent sur les glaciers et l'air semble vibrer d'un murmure ancien, celui de l'esprit de la montagne. Leurs corps de pierre et de glace racontent une histoire de fierté, de punition et de métamorphose, rappelant que la montagne est éternelle et que la colère des esprits anciens défait tous ceux qui osent la défier. Ainsi, les guerres et les monts de Grindelwald demeurent imposants et silencieux, témoins pétrifiés d'une famille maudite. Les neiges, le vent et la lumière sculptent sans fin leurs formes et dans le silence des vallées, leur légende continue de vivre dans le souffle des rochers et le frisson des glaciers. Dans les forêts profondes du Jura suisse, là où les sapins s'élancent vers le ciel et où le brouillard danse entre les pierres, on raconte qu'un cheval mystérieux rôde encore la nuit. On l'appelle Gauvin ou le cheval Gauvin, et sa robe sombre reflète la lune comme un miroir liquide. Ses sabots ne laissent aucune trace sur le sol, et ses yeux brillent d'une lueur étrange, comme si le temps lui-même s'inclinait devant lui. Les voyageurs et les bergers connaissent ses apparitions. Certains disent qu'il surgit des bois pour offrir sa course à ceux qui savent le respecter, et quiconque tente de le capturer par la force disparaît dans les brumes du Jura. Il peut jeter et noyer dans les eaux celui qui le monte, ou alors simplement se jeter dans de profonds précipices, emportant avec lui son malheureux cavalier. D'autres racontent que Gauvin aime guider les âmes perdues, traçant des sentiers invisibles à travers la forêt, entre les rivières et les rochers, jusqu'aux clairières où la lumière perce enfin le feuillage. Mais ce cheval n'est pas seulement bienveillant. Les contes avertissent que la folie ou l'avidité attire son courroux, qui tente de dompter le cheval Gauvin. Pour son profit, se retrouve égaré, errant sans fin dans les bois, prisonnier de la magie des lieux. On dit que ces bruits dans la nuit, hennissements lointains, souffles d'air glacé, sont autant de rappels de sa présence, un avertissement à ne pas troubler l'équilibre sacré des forêts du Jura. Et pourtant, pour ceux qui l'observent avec humilité et émerveillement, le cheval Gauvin demeure un symbole de liberté et de beauté sauvage. Sa silhouette disparaissant à l'aube,
comme un rêve effleuré, mais ceux qui l'ont vu disent encore entendre, au loin, le frémissement de sa crinière et le doux écho de ses sabots sur la mousse, gardien silencieux des bois et des secrets anciens, des montagnes jurassiennes. Dans les gorges profondes de l'Ourserun, là où le Rhône jaillit entre les falaises abruptes et où l'eau résonne comme un grondement primordial, se dresse le pont du diable. Sa pierre noire, lisse et ancienne, s'étire d'une rive à l'autre, fragile et majestueuse à la fois, suspendue au-dessus du torrent impétueux. Jadis, les habitants avaient tenté maintes fois de bâtir un passage, mais chaque pont construit s'effondrait, dévoré par le courant et la colère des gorges. Leurs efforts répétés ne suffisaient pas à dompter la puissance du Rhône. Un artisan, humble et rusé, proposa alors un pacte au diable. Il bâtirait le pont en échange de la première âme qui le traverserait. Alors la pierre se mit à s'élever, à se plier et à s'ancrer sur les rives. Sous la lumière tremblante du soleil et le frisson du vent, un pont prit forme, solide et impérieux. Mais bientôt le diable finit par se présenter pour réclamer son dû. Il découvrit alors, furieux, que la première âme à passer n'était pas un humain, mais un bouc. Trompé par la ruse des villageois et de l'artisan, et dans un éclat de fureur, le diable déchira l'âme du bouc, laissant un souffle de désolation dans les gorges. Puis, dans sa colère toujours vive, il jeta un énorme rocher dans le torrent qui demeure encore aujourd'hui visible dans la vallée, témoin silencieux de sa puissance et de son courroux. Ainsi le pont du diable demeure, témoin de l'audace des hommes qui cherchèrent et réussirent à tromper le malin. Les voyageurs, lorsqu'ils passent au-dessus du vide, sentent le mystère et la magie du lieu, et chaque frémissement de l'eau, chaque reflet de lumière sur la pierre, rappelle que certaines légendes vivent encore, et parfois elles ne tiennent qu'à une parole et à un pas. Dans les vallées reculées des Alpes, là où les sapins s'élancent vers le ciel et où les brumes descendent des sommets comme des fantômes, rôde une créature ancienne et redoutée, le Hutzeran. Mi-homme, mi-bête, il se glisse dans les forêts et les prairies la nuit, silencieux comme le vent, et son souffle glacé fait frissonner les herbes et les feuilles. Les habitants des hameaux voisins racontent qu'il apparaît lorsqu'on s'égare dans les bois ou que l'orgueil et la curiosité prennent le dessus, veillant cruellement sur ces terres. On dit que le Hutzeran appelle ceux qui s'aventurent trop loin, sa voix résonnant comme un écho spectral entre les troncs et les rochers. Si l'on répond à son appel, ne serait-ce qu'une fois, un frisson nous parcourt le corps. Mais si l'on répond 3 fois, alors la créature frappe, impitoyable. Ses griffes invisibles arrachent des membres aux imprudents, les laissant éparpillés dans la forêt, tandis que son rire sinistre s'élève, mêlé au vent et au froissement des feuilles. Aucun cri ne semble s'échapper de la forêt, car le Hutzeran enveloppe ses victimes d'un silence de mort, comme si la montagne elle-même attendait la fin du sombre massacre. Les villageois racontent que ses yeux brillent faiblement, comme des petites lucioles dans l'obscurité, et que ses pas ne laissent aucune trace. Mais la brume qui s'enroule autour des arbres et le frisson des branches trahissent parfois sa présence. Les fermiers et voyageurs savent qu'il ne faut jamais répondre à son appel, ni même tenter de l'apercevoir. Car derrière cette créature se cache une justice implacable. Le respect des bois et des mystères de la montagne ne s'achète pas, il s'impose. Ainsi, le Hutzeran continue de marcher dans les forêts alpines la nuit, entre clair de lune et matin de brume, invisible aux yeux des imprudents, mais toujours présent pour ceux qui osent défier ses lois. Les anciens racontent encore son histoire et rappellent que certaines légendes vivent dans le silence et la peur, prêtes à surgir pour punir ceux
qui oublie la prudence et le respect qui est dû à la forêt. Voilà qui clôture la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour me dire que mon travail vous plaît. C'est votre meilleur moyen de faire avancer la chaîne et surtout, activez la cloche pour suivre les prochaines sorties. Vous pouvez aussi me dire en commentaire si un autre folklore déjà abordé vous intéresserait de revoir. De mon côté, je retourne en quête de contes et légendes et vous retrouve tantôt pour de nouveaux contes errants.